Bon, eh bien, bon matin tout le monde. Mon nom est Claude Boudreau, je suis de la compagnie ITM Instruments. On est ici aujourd'hui là, pour un webinaire avec ITM Université. C'est un webinaire sur un sujet assez intéressant qui est la lubrification acoustique avec SDT. On va vous demander de bien vouloir vous assurer que vos microphones sont éteints durant la présentation pour pas que le bruit d'arrière-plan vienne déranger les autres. La présentation va durer 40-45 minutes. Par la suite, on va avoir une session de questions-réponses. Durant la présentation, si vous avez des questions, simplement utilisez le chat. Vous allez voir là, dans la partie droite de votre écran, il y a un chat. Posez des questions à cet endroit-là. Et à la fin, je vais transmettre les questions à Gilles qui va pouvoir y répondre. Donc, on devrait avoir là, une 10-15 minutes à la fin de la présentation pour répondre. Si jamais il y a trop de questions, ben, on va répondre plus tard par courriel aux différents intervenants. Donc, ITM Instruments travaille en étroite collaboration avec SDT Ultrason. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de SDT. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, notre service et nos prix compétitifs. Nous allons commencer le webinaire d'aujourd'hui qui sera présenté par Gilles Lantier. Gilles est le directeur de district de SDT Ultrason pour le Québec et les provinces de l'Atlantique. Il a une longue expérience dans l'analyse de vibrations avec IRD Mechanicals, Entech IRD, Rockwell Automation et GE Bentley Nevada. Il est analyste en vibration de niveau 3 et spécialiste en ultrasons de niveau 2. Il enseigne l'analyse de vibration ainsi que l'analyse d'ultrasons au Canada et aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Sur ce, je vais éteindre mon micro et laisser la parole à Gilles pour notre présentation d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Comme Claude l'a mentionné, je suis Gilles Lantier. Certains d'entre vous m'ont déjà vu. J'ai ma nouvelle barbe. En tout cas, on fait la présentation sur la lubrification en utilisant le LuxPair et le LuxChecker. Donc, on va commencer avec ça. Qui sommes-nous? On va commencer avec celui-là aussi. On est SDT, évidemment. SDT fournit des solutions d'ultrasons qui aident nos clients à mieux comprendre la santé de leur usine. Nous aidons à prédire les défaillances, contrôler le coût de l'énergie et améliorer la qualité des produits tout en contribuant à la fiabilité globale de leur actif. Les valeurs de SDT sont le respect, la simplicité et la flexibilité. Le bureau en Amérique du Nord est à Cobourg, Ontario, au Canada. Le bureau international est à Bruxelles, en Belgique. C'est là que tous les instruments, tous les capteurs sont faits. Et le bureau satellite SDT est à Kolkata, Bengale occidental, en Inde. Ça, c'est moi, sans ma barbe. Et voilà un LuxPair avec un fusil à graisse. Moi, je suis gérant des ventes de Québec Maritime, SDT Solutions. Et Claude, comme il a mentionné, je suis niveau 3 en vibration, niveau 2 ultrason. Ça fait 30 ans en tout que je suis dans le domaine. La plupart de ma carrière, j'étais comme un tech sur le terrain. Là, je suis rendu vendeur. Là, on va parler du LuxPair, qui est l'instrument qu'on voit à gauche, avec un port à graisse. C'est pour ça aussi du LuxChecker, qui est le petit qui est portatif. Les deux instruments principaux pour la lubrification chez SDT. Pourquoi on utilise ça? Pour la graisse. Pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre comment la graisse fonctionne. Qu'est-ce que la graisse est? On va en parler bientôt. Comment fonctionne la graisse? On va en parler bientôt. Puis pourquoi qu'on lubrifie. Pourquoi on lubrifie? Bien du monde, parce que c'est écrit sur mon bois de travail. C'est pas une raison, ça. Pour réduire le problème et l'usure pour contrôler la température, ça, c'est une raison. Okay? On fait ça pour une raison, pour pas rien ça parce que c'est écrit sur un morceau de papier. Pour atteindre les objectifs opérationnels. Donc, les objectifs opérationnels, c'est pas que les machines brisent. C'est pas compliqué, là. Vous avez maintenant l'intention de l'humain. Encore, je la même image du LuxPair et du LuxChecker. Encore la question pourquoi. C'est une autre question avec de nombreuses possibles réponses. On va passer à travers le plan de ces réponses-là durant la présentation de 40 minutes. Qu'est-ce qui se passe réellement durant la lubrification? Tout le monde a déjà vu un chef tourner.
c'est équivalent d'avoir la friction continuellement. Sans l'huile, il y aura un frottement extrême, ça surchaufferait, puis éventuellement, ça soudrait ensemble. Donc, la lubrification est là pour empêcher ça. On prend une séparation dans la zone de guerre qu'on dit, pour améliorer l'efficacité opérationnelle. C'est pour ça qu'on lubrifie. Dans là, 2000 ans passés, en 1700 BC, on voit les Égyptiens, là, ils mettaient de l'huile d'olive à terre. Ils poussaient pour bâtir les pyramides. Là. Donc, c'est la première lubrification qui se faisait. Aussi, les roues, c'est toute de l'huile d'olive. C'est un beau petit, une petite présentation de ce qui arrivait là. Donc, la lubrification, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça existe. Avec le temps, on va commencer à utiliser les calendriers et les calculatrices. Mais ce n'est pas la solution. On va voir c'est quoi la nutrition versus une calculatrice. La condition versus un calendrier. Quand c'est un mauvais lubrifiant, le calendrier ne prend pas ça en compte. Quand il manque de lubrifiant, le calendrier ne prend pas ça en compte. Quand la friction, ce n'est pas une friction, ça arrive tout le temps. Puis aussi, il y a bien du temps, c'est le manque de discipline et de contrôle. Donc, moi, je suis allé dans plusieurs usines, un mécano, il reste ce bearing. Une demi-heure plus tard, un autre mécano part, il prend ce bearing encore. Qu'est-ce que tu pensais que je vais arriver ce bearing-là éventuellement? Il va sauter. Après ça, on avait les beaux calculs mathématiques. On voit T égale à K, on voit toutes les bonnes mathématiques, où le T, c'est le nombre d'heures. K, c'est le produit de tous les facteurs de correction, qui est la température, la contamination, toutes les affaires qu'on voit à droite. Mais il faut tenir en compte que ça, ce n'est pas nécessairement la chose. Aussi, on voit en bas, il y a une mesure de vibration. D'accord? Mais sur une machine qu'on veut faire oscillateur, par exemple, quand ça se débalance à cause de la saleté, tout change là-dessus. La charge change. Donc, le processus de vibration va être différent à différentes vitesses, à différentes charges, pour différents roulements. Donc, en utilisant un calendrier ou une calculatrice, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui peut arriver comme tel si on fait ça sur notre beau roulement? On le remplit tellement souvent, là, que ça déborde dans le moteur, puis éventuellement, ça short. Ça ne marche plus. Donc, on veut éviter ça autant que possible. Donc, on va utiliser un instrument comme celui-ci. Ça, c'est un SCT 340. On voit le monsieur qui pompe de la graisse dans le roulement. On va laisser faire sa job. En fin de compte, c'est que c'est la job que plusieurs personnes font dans l'industrie. Là, on va voir à un certain point, il va voir une lecture sur son écran. On voit le 49.3.6 bout. Puis plus il met de la graisse dedans, plus ça monte à 40, ça descend. Le but, c'est quand tu mets la graisse, tu lis la lecture et que le niveau descend. Là, il enregistre la lecture. Après avoir enregistré, il voit toutes ses lectures affichées sur son écran. Il enlève le capteur et la pompe à graisse et le met sur le roulement et il répète la procédure. Donc, il fait ça sur tous les roulements dans l'usine. On va laisser finir sa job. Quand il a fini de faire sa job, il va passer dans la prochaine machine. Donc, ça, avant de le passer, quelqu'un passait et il faisait des shots de graisse qui étaient prédéterminés. Il ne prenait pas en considération la vitesse de la machine, s'il faisait froid dehors, s'il faisait chaud dehors. C'est tout aléatoire. Ça marchait de tout travail. Donc, nous autres, on a arrêté ça. On marche sur la base de la condition de la machine. Les roulements qui brisent sont dus à une mauvaise installation, à des chocs, mauvais alignement, du délai de balancement, jeu mécanique, tous les types de problèmes qu'on peut penser. D'accord? Mais la plus grosse raison qu'un roulement se détériore, c'est à cause du lubrifiant. Le lubrifiant incorrect, un lubrifiant dégradé, un manque de lubrifiant, la contamination de particules solides. Par exemple, dans une usine de pâte à papier, ça peut être toutes sortes de poussières de papier. Dans une cimenterie, ça peut être toutes sortes de poussières du ciment comme tel. Donc, il y a plusieurs types de contamination qui peuvent rentrer dans les roulements.
Vous voyez aussi une autre cause, c'est à 27%. Tout est ça pour dire qu'à 40 à 80% des fois qu'un roulement se détériore, c'est à cause de la lubrification. Donc, c'est très important de faire une bonne job quand on fait ça. Le coût du roulement, c'est-tu important? C'est vraiment pas pertinent parce que qu'est-ce qui coûte cher? C'est le temps d'arrêt, les heures de travail, les appels téléphoniques à 3 heures du matin, les dommages collatéraux, les pertes de production, les clients perdus, la mauvaise qualité, les travaux deviennent urgents. Est-ce que j'ai les pièces de rechange? Est-ce que l'expédition est ce qu'il faut? Mauvaise sécurité, ça démoralise tout le monde. Donc, le coût de roulement, c'est pas vraiment pertinent, c'est toutes ces autres choses là qui sont pertinentes. Quel est le but de la graisse? 1. Réduire la friction. Aider au contrôle de la température. Garder les contaminants hors des canalisations. Additifs dans les lubrifiants pour prévenir la corrosion. Aider à réduire l'usure. Qu'est-ce que la graisse? C'est un beau bâton de graisse tout propre, ça, là. L'huile de base fait 70 à 84% de la graisse. L'épaississant, 10 à 20% de la graisse. Et l'additif, 5 à 10%. Donc, le plus grosse majorité de la graisse, c'est l'huile, après ça, c'est l'épaississant, après ça, c'est l'additif. Prenez ça en note. Tout ça fait en sorte que c'est dans la graisse. L'huile de base, elle peut être à type minéral, typique, comme on peut être dans votre voiture, ou synthétique. Moi, je préfère la synthétique, c'est ma préférence à moi. C'est les causes de ce qui suit. La viscosité, l'indice de viscosité, additif à pouvoir lubrifiant et compatibilité des additifs. Donc, les additifs, c'est plus pour l'huile que pour n'importe quoi d'autre. Et aussi la plage de température, parce que différentes machines sont à dépendre de différentes températures. Dans une usine de pâte et papier, par exemple, la section mouillée est très chaude, elle n'est pas si chaude que la section dryer, qui est le sécheur. Donc, il faut prendre la bonne graisse au bon moment sur le bon équipement pour faire une bonne job. L'additif, comme tel, c'est quoi? Le but des additifs, c'est améliorer les propriétés bénéfiques de l'huile de base. Éliminer les propriétés indésirables de l'huile de base. Ajouter de nouvelles propriétés à l'huile de base. Les additifs sont des antioxydants, des agents d'épuration, anti-usure, inhibiteurs de corrosion, pression extrême, modification de frottement, désactivateurs métalliques, agents de gonflement des joints. Donc, il y a plusieurs types d'additifs. Donc, quand on choisit une graisse, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. On ne peut pas mettre une graisse inappropriée à un moteur électrique, parce qu'une graisse qui est vraiment faite seulement pour les moteurs électriques, diélectriques, on pourrait dire. Additifs. La plupart des additifs ont un effet néfaste sur l'épaississant. N'oubliez pas, l'épaississant, c'est plus gros en point de vue de pourcentage que les additifs. Si les additifs ne fonctionnent pas comme prévu, l'additif s'épuise, il ne dure pas énormément. Donc, quoi qu'il en soit, la graisse a une vie à cause de l'additif a une vie. L'épaississant, c'est très important dans la graisse. L'épaississant donne du corps à la graisse. Maintient l'huile en place dans les poches. Fournit de l'huile aux canalisations. La meilleure façon de le décrire, c'est que l'épaississant fonctionne comme une éponge de salle de bain, tenant le shampoing et l'eau. Une fois après ça, il livre à votre corps. Rappelez-vous, l'éponge, on en a besoin plus tard. Comment fonctionne la graisse? L'huile lubrifie, l'épaississant fournit, les additifs aident. Une fois la graisse livrée au roulement, les forces de rotation poussent la graisse hors du chemin des éléments rotatifs et la placent dans les poches, afin qu'il y ait de l'espace libre. Ça, c'est très important à comprendre. Il faut qu'il y ait de l'espace libre en roulement. Il ne faut jamais le bourrer de graisse. On a besoin de l'espace. La graisse draine l'huile, le saigne, vers le chemin de canalisation. L'huile crée un film lubrifiant entre les surfaces. Ça, on appelle ça la phase de saignement. C'est la phase qu'on veut être toujours dedans. Toujours dans la phase de saignement. Que fait l'huile? Important de se rappeler. Ce qui est entre les surfaces de l'huile est 1 à 3 micromètres de film de lubrifiant. Pas bien fait, ça. Okay? Les surfaces de séparation subissent des forces extrêmes. Le film d'huile peut le manipuler sous certaines conditions.
Donc, la bonne huile, le bon additif, dépendant de la température, la charge et toutes ces belles choses-là qu'on a décrites préalablement. Comment la graisse devrait-elle pas fonctionner? Que se passe-t-il lorsqu'on remplit le brûlant? Gaz à 100%. Là, il est complètement plein mot de graisse pour le moment. Dans le passé, ça qu'il voulait, ça qu'il faisait tous les vieux mécaniciens. Ils remplissaient ça jusqu'à ça. Ça débordait les cils. Il pétait les cils comme de la graisse dedans. Donc, quand tu pètes un cil sur un bearing, comme vous savez, donc toute la contamination peut rentrer dedans. Donc, il faut éviter ça à 100%. Les mauvaises choses, on s'appelle ça le surgraissage. Pourquoi ça endommage le déroulement? Il n'y a pas assez d'espace pour la graisse sécante dans l'élément roulant. Donc, elle reste dans la zone de guerre. L'huile de guerrier ne peut s'en aller pas. En d'autres mots, quand il y a trop de graisse dans un roulement, on voit l'image dans l'arrière-plan, là, où il y a un baril tout plein de graisse, là, il n'y a plus de segment, c'est rien du barattage. On ne veut pas être dans la zone de barattage. Si on est dans la zone de barattage, le roulement va éventuellement briser. Il va s'user, il va surchauffer. Et toutes ces choses qu'on ne peut pas avoir. En phase de barattage, nous ne pouvons pas réaliser tout ce qu'on doit réaliser en phase de saignement. Ça peut causer du tort. Parfois, c'est inévitable, comme en phase du test. Des fois, il n'y a pas assez d'énergie pour faire le saignement adéquatement. Mais ça, c'est une autre chose complètement différente. On va regarder ça pour un autre moment. Pour l'instant, il faut comprendre que une fois que toute la graisse reste dans la zone de guerre, entre mots, où c'est se fait écraser, l'épaississeur subit des forces extrêmes. Et qu'est-ce qui arrive à l'épaississant? On voit à droite, qu'est-ce qu'il faut être, les firmes d'épaississant. On voit en bas à gauche, qu'est-ce qui arrive quand il se fait écraser. C'est pas bon que ça ressemble à ça. Il faut que ça reste comme on voit la petite image à droite. Donc, il faut éviter ça autant que possible. N'oubliez pas l'éponge. Si vous essayez de saigner le shampoing et l'eau de l'éponge avec un marteau, ça va détruire l'éponge et c'est la même affaire de mettre trop de graisse en roulement. C'est détruire ton bearing éventuellement. Et si j'ai trop graissé, l'épaississeur compromis ne remplit pas sa fonction, ne peut pas retenir l'huile, impossible de saigner au besoin. Les petits morceaux hachés agissent comme du contaminant dans l'huile, au lieu de lubrifier et aider. Augmentation du frottement, augmentation de la température, puis ça augmente le procédé d'oxydation. Donc, mettre trop de graisse dans le roulement, c'est pas bon. Donc, ça peut revenir à ça que notre graisse, on va dire que ça ressemble à quoi, là? Mais vous avez une bonne idée. Il ne faut pas que ça ressemble à ça. Quels sont les ennemis? La haute température, l'épaississement qui est compromis, l'oxydation, viscosité accrue, acide, détérioration du haut temps, les additifs usés, la contamination, l'eau et les particules solides. Puis on a déjà parlé, comme j'ai dit dans le porte des papiers, c'est la poussière, puis l'institutrice, c'est encore la poussière. Puis ça rentre dans votre roulement, ça se génère assez vite. Donc, les autres affaires qui ne sont pas négatives sur la lubrication, c'est la vibration élevée. Donc, idéalement, il faut balancer, enligner, maintenir notre climat en bonne condition pour que la graisse fasse son effort. Il faut éviter la contamination, l'humidité, la haute température, les variations de charge inattendues, les variations de vitesse inattendues, régime de démarrage, surtout à basse température ambiante. Donc, les machines qui sont dehors, comme les ventilateurs qu'on démarre et on arrête tout le temps, ça magane la graisse aussi. Ça, c'est un autre exemple. La plupart de vous, vous travaillez dans les usines, vous savez de quoi que je parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de choisir le bon lubrifiant comme chaque lubrifiant a son emploi. Bien souvent, il faut falloir qu'on essaie plusieurs lubrifiants pour trouver le lubrifiant qui est parfait pour la job. Conserver le lubrifiant sec et propre, parce que j'ai vu des fois des grosses canettes d'huile et de graisse qui sont dehors dans le soleil, puis c'est plus bon après ça. Même plus le lubrifiant avec soin. Faire attention aux détails. Ne pas mélanger les lubrifiants. Ça arrive souvent. Un mécano arrive avec une pompe à graisse, un autre arrive avec une autre pompe à graisse. C'est pas la même graisse, il mélange les lubrifiants. On ne sait pas quel sort de produit, effet chimique ça dans le roulement. Aligner et équilibrer l'engin une fois qu'elle est parfaitement installée. Okay, parce que la vibration, c'est très néfaste pour la graisse. Plus qu'elle a de charge sur la graisse, moins longtemps qu'elle va charger. Ça va causer la friction, ça va causer plus haute charge et toutes ces choses-là. Gardez la contamination loin des surfaces de contact.
Gardez la combien à l'écart du lubrifiant et tenez compte de l'humidité et de la température. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va faire pour s'assurer que nos lubrifiants sont en bonne condition. Que peut-on faire d'autre? Réapprovisionner la graisse au bon moment avec la bonne quantité est très important. Okay? C'est le but de quoi qu'on parle présentement. C'est réapprovisionner avec un système qui est sophistiqué. Qu'est-ce qui compromet l'huile? L'eau le rend faible, la température le rend faible, la contamination le rend faible. Pour éviter ces trois choses, il ne faut pas que l'eau rentre dans le roulement. Des fois, c'est très dur, surtout dans les usines de pâte à pied où la section bouillée, il y a de l'eau partout. Éventuellement, ça peut rentrer dans les cils et tout ça. La température élevée, encore, dans le bout d'un dryer, encore dans l'usine de pâte à pied, aussi dans les aciéries, des alumineries, toutes ces places-là où c'est très chaud. Il faut contrôler la température autant qu'il faut pour prendre le bon produit dans le roulement. La contamination le rend faible et endommage les surfaces. La contamination, encore, c'est la poussière. Si la poussière rentre dedans, c'est comme un sable qui rentre dans le roulement, donc ça commence à utiliser le roulement acide. Là, on va parler d'ultrasons. J'ai parlé de la graisse, j'ai parlé de l'instrumentation. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on mesure. Parce que si on ne prend pas ce qu'on mesure, ça ne donne pas grand-chose. L'inspection à l'aide de l'ultrason est une méthode efficace dans les domaines de la maintenance prédictive ou préventive, de la gérance de la production d'énergie et du contrôle de qualité. Cette technologie est reconnue et utilisée à travers le monde comme outil permettant d'augmenter la fiabilité et le taux de production. Moi, je vois maintenant, ça fait comme 30 ans que j'ai le métier, j'ai vu 99% des places qui ont déjà un système d'évaluation et tranquillement, pas vite, tout le monde se remet à promettre l'ultrason parce que c'est indispensable dans une usine. Il faut avoir les deux technologies. Voici l'ultrason. L'ultrason, ça mesure quoi? Ça mesure la friction, les impacts, la turbulence et la décharge partielle. Friction, on peut voir quand ça se frotte ensemble. L'impact, quand c'est en cognement, quelque chose arrive dessus. La turbulence, c'est comme une fuite d'air, ou siffler, si vous préférez. Puis la décharge partielle, ça, c'est les fréquences électriques. L'ultrason est aussi hautement utilisé dans le domaine électrique pour trouver les problèmes comme l'effet de courant, de décharge partielle et toutes sortes d'autres choses. L'ultrason, ce n'est pas seulement pour la lubrification, ça fait plusieurs choses. Donc, l'ultrason est générée par la friction, les impacts et la turbulence. Et puis, finalement, les décharges partielles. Normalement, je demanderais si quelqu'un a des questions, mais c'est un webinaire, donc on va passer là-dessus. On voit là, en anglais, on dit FIT, F-I-T. Les affaires les plus intéressantes avec l'ultrason. C'est ça qu'on utilise. Là, c'est quoi le son? Le son audible est la sensation produite par une onde vibratoire qui se propage dans l'air, ou plus généralement dans un milieu élastique. Lorsqu'elle atteint l'organe de l'audition, bon, entre nous, ça va à travers l'air ou à travers l'eau. Ceux qui ont déjà nagent, je savais que le son, ça se propage dans l'eau tant que ça se propage dans l'air, ça se propage aussi à travers le métal, ça se propage dans n'importe quel milieu. Okay? Physiquement, le son est une onde de pression se déplaçant depuis sa source jusqu'à un récepteur. Au fur et à mesure que l'onde activité se propage, les molécules d'air vibrent autour de leur point d'équilibre. La première molécule reçoit une impulsion qui le met en mouvement. Lors de son parcours, elle pousse la deuxième molécule, formant une zone de compression. L'air élastique s'étend et crée une zone de pression. C'est un cycle qui se complémente continuellement. C'est le bruit, en fait. La création de ces sons suivant les fréquences. Parce que le son, c'est pas il y a une chose, il y a plus un type de son. Lorsque nous parlons de son, nous pensons généralement au son audible, c'est-à-dire détecté par l'oreille humaine. Cette notion récessive est inexacte. Les sons sont classés en 3 catégories. Infrason, jusqu'à 20 Hz. Son audible, qu'est-ce que nous autres on peut entendre? Jusqu'à 20 000 Hz ou 20 kHz. Et finalement, l'ultrason, c'est ça qu'on en parle aujourd'hui,
à 38,8 kHz, donc à très haute fréquence. On n'entend pas l'ultrason. Nous autres, on entend de 20 à 20 kHz, puis là, c'est supposant qu'on est jeune. Moi, là, je suis pas mal sûr que je suis rendu à 16. Les instruments à ultrasons nous aident à entendre ce que nous ne pouvons pas normalement entendre. Les instruments à ultrasons peuvent mesurer et enregistrer également le signal de précision en conséquence du pouvoir quantifié. Pour revenir à gauche, on voit l'onde temporelle. Pour ceux qui sont familiers avec ça, après ça, on voit ce qu'on appelle un spectral. Après ça, on voit les lectures globales. Après ça, on voit les tendances. Toutes ces choses-là sont là pour nous aider à faire des diagnostics des problèmes. Et voici une autre LCT. Voici notre instrumentation. LCT 200, un 210, un 340, un loop expert et voici l'autre, le loop checker. Tous ces instruments-là, ils lisent à 38,4 kHz, ils s'en vont à des écouteurs. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on sait qu'on le son à une fréquence, un ultrason, c'est à haute fréquence. C'est comment on mesure le son en point de vue amplitude. La plupart de vous avez déjà entendu le mot décibel. Le décibel est une échelle ou un ratio permettant de comparer les amplitudes sonores entre elles. Par exemple, l'échelle de décibel permet de mettre en unité la différence de puissance entre une trompette à 90 décibels et une flûte à 75 décibels. Donc, évidemment, la trompette est plus forte que la flûte. Donc, c'est pour ça que le son est plus haut à 1 décibel. L'échelle, communément utilisée pour comparer les sons perçus par l'oreille, est le décibel. L'échelle logarithmique de base 6. Le décibel est le rapport logarithmique entre l'amplitude du signal et le seuil d'obéité. C'est ça, de l'oreille humaine. Donc, tout ce qu'on mesurait en ultrason, nous avons dans le dB, les décibels. Le dB, ça a été inventé par Alexandre Bell, le gars du téléphone, puis décibel, ça veut dire 10. 10, Alexandre Bell, pour ceux qui aiment avoir les affaires là. Les détecteurs ultrasons, c'est utilisé dB microvolts. Pourquoi microvolts? Parce que, quoi qu'il en soit, le capteur qu'on utilise est toujours électrique. Donc, il va mesurer des volts. Donc, des décibels, volts. Cette unité est toujours une échelle qui est logarithmique, comme l'autre, mais l'unité de mesure exclusivement des microvolts. Dans le cas de la mesure de fraction, la formule est 10, avec la mesure de voltage, la formule est 20 là. On ne va pas rentrer dans les mathématiques, ça, c'est pas le cours complet sur l'ultrason. On ne fait pas l'examen présentement, je vous donne seulement une idée de c'est quoi. La surveillance, pour la lubrication, la surveillance ultrasonore permet aux techniciens de maintenance cognitive de contrôler l'évolution des roulements, de déterminer si le roulement est correctement classé ou non, de prévoir la périodicité des opérations de lubrication et de fixer des alarmes qui se déclencheront avant que le roulement se dégrade. Les capteurs ultrasonores détectent des vibrations extrêmement faibles associées aux forces de friction et l'énergie à haute fréquence générée par des composants du roulement. Chemin de roulement, éléments roulants, graisse. Un roulement tout à fait neuf, correctement lubrifié et non défaillant produit suffisamment d'énergie pour exciter le capteur ultrasonore, alors qu'un extra-main pour la vibration ne détecte pas de changement aussi permanent que sur le même roulement. Donc, la première ligne de défense pour les bearings, pour les roulements, c'est l'ultrason. L'ultrason va tout pogner avant n'importe quoi d'autre. Donc, si on veut être capable de planifier en avance les défauts sur nos roulements, on y va avec l'ultrason. Et quand ça se dégénère, on va le voir en vibration, en accélération qu'on appelle. Éventuellement, on va le voir en vélocité, c'est une autre unité de l'ultrason. Puis quand c'est pas une unité, le bearing est stable. C'est pour cette raison que l'utilisation de l'ultrason est la technologie adaptée pour les emballages chargés du graissage pour l'invention des rondes. Une ronde, c'est une série de points de mesure programmés dans son ordinateur. Quelqu'un se promène à travers l'usine, prend des machines séquentiellement et reviennent et déchargent les données. Ça qu'on fait avec la vibration, et maintenant, c'est la même chose qu'on fait avec l'ultrason. Quel est le problème? Sur lubrification. Il est un énorme tueur de roulement. Consomme beaucoup trop de graisse. Consomme beaucoup trop de temps et réduit le pied. Moi, j'ai vu des usines, là, après qu'il y ait un bon programme de lubrification, ils ont comme ils disaient 15 de la valeur initiale. Ils ont 85 moins de graisse, puis les machines duraient plus longtemps. Ils surgraissaient toute la machine. C'est pas bon, ça. Donc, les bearings sautaient plus longtemps, plus vite, il y avait plus d'arrêt, c'était une fortune. Friction. La lubrification est censée réduire la friction,
La pression excessive augmente la friction. L'ultrason, c'est pour mesurer la friction. Comme je l'ai montré préalablement, la FIT, friction, impact, turbulence, l'ultrason mesure la friction. Donc, quand on met de la graisse dans un roulement, c'est censé réduire la friction. Donc, en dB, comme je l'ai montré préalablement, quand je mets de la graisse dedans, c'est 65 dB, je mets de la graisse dedans, c'est supposé aller à 63 dB. Maîtrise de graisse 62, ainsi de suite. D'accord? C'est la façon dont c'est supposé fonctionner, si tout va bien. Encore, c'est la même image que je vous ai montrée de M. Égyptien. Là. À part de temps, comme j'ai dit, ça n'a pas de sens. Là, parce que, dépendant de la zone de la charge, la température et tout ça, on ne peut pas vraiment préciser combien de graisse il faut mettre dans un roulement. Y a-t-il des preuves à l'appui? La technologie de graisse du roulement, on précise dans les 4000 dernières années. Pourquoi la technologie de graisse n'a pas progressé? Un bel exemple de ça, c'est ça ici. Si vous voyez les deux tags sur des moteurs électriques, regardez ce que c'est écrit dessus. Tu as un bearing qui était 6318 C3. Il faut le graisser toutes les 3068 heures. Quoi? Il faut seulement mettre 32,5 grammes de graisse. Quoi? Ça fait absolument aucun sens. OK? Un autre tag à côté, c'est encore à 6318 C3. Et là, on est rendu au 3068, il est rendu à 3269 heures. Encore 32,7 grammes. Là, moi, c'est moi qui me dis comment il sert pour savoir ça. Ça, ce moteur-là est, par exemple, dans une usine de pâte à pied, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Ça va consommer bien plus de graisse. Si ce moteur-là, il dort, ça va être encore quelque chose qui va être complètement différent. Donc, dépendant, c'est dans un laboratoire, peut-être. En laboratoire, il n'y a aucune satellite. Peut-être va durer son 3000 heures, mais moi, ça me prendre l'exemple. Mais il faut prendre en considération qu'est-ce qui est logique ou pas. Donc, ça, c'est l'histoire d'horreur. Là, le site, il a pété sur un roulement, les poules sont tombées à terre, la graisse, elle déborde dedans. Ça, je suis pas mal sûr que la plupart de vous avez déjà vu ça dans vos usines, parce que moi, j'en ai vu assez souvent. Il faut arrêter ça, parce que ça cause beaucoup de pertes d'argent, beaucoup de pertes de fiabilité. SLT, c'est une compagnie qu'on run sur la fiabilité. Voici les instruments du métier. Premièrement, encore, le Loop Expert et le Loop Checker et les types de capteurs qu'on peut utiliser. À certaines places, on ne peut pas se rendre au roulement à cause qu'il y a des gardes et tout ça. Donc, il y a les Nil Contact Pros. Donc, il y a une espèce d'aiguille qu'on peut mettre sur le bearing pour quand même graisser le roulement. Après ça, on a le capteur, qu'on voit le RS1 ou le RS2T. On peut le fixer avec des aimants, un loop adapter ou en permanence. Tout dépend de la situation de la machine, qu'est-ce que vous avez besoin dans votre propre situation à votre usine. Là, ça, c'est le logiciel d'ACT. On voit des tendances. Le logiciel, là, vous voyez, il y a des gouttes d'huile à gauche. Le nom des machines et tout ça. Combien il y a de lubrifié. Quand ça a monté, ça a descendu. Par exemple, c'est 52,4 en haut à droite, puis ça a descendu à 33,9. On voit les tendances, ils montent, descendent, montent, descendent, montent, descendent dans les graphiques en haut à droite. Ça, c'est une montre, il a passé, ça a descendu, il a repassé, ça a monté, il a repassé, donc, c'est ça que c'est supposé normalement faire durant un test de lubrification. Après ça, on voit aussi l'onde temporelle et encore le spectral. Certains d'entre vous savez c'est quoi le spectral, mais il faut en discuter un peu plus loin. Un peu plus loin dans la présentation. Le relevant de base. Donc, si moi, je passe sur mon roulement, puis je mets de la graisse dedans, je l'ai descendu à, disons, 45. La prochaine fois que je passe, s'il est monté à 53, il faut que je mette d'autres graisses dedans. La prochaine fois que je passe, si 45 est monté de 16 dB à 61, là, il y a probablement un problème dans le roulement. Si a monté de 24 décibels, là, il y a quelque chose qui va avoir. Donc, on a des alarmes qu'on peut mettre directement dans un logiciel pour s'assurer de poigner le problème avant qu'il y ait un gros désastre sur nos machines. En dB microvolts. Voici ce que ça ressemble, le cas. Tout ça pour dire que ici, là, on voit que c'est haut. J'ai mis de la graisse dedans, puis d'un coup, ça a tout descendu. Même chose pour là. Puis, vous voyez là? Ici,
Encore, là, juste sur le graisse, on regarde la longue temporelle, il a mis la graisse là, ça a remonté. Donc, j'aurais disons 52 dB, puis tout d'un coup, ça a monté à 56 dB. Quand ça arrive, on arrête de mettre la graisse dedans. C'est pas plus compliqué que ça. La procédure de vibration par ultrason. Tu prends le capteur, que ce soit un capteur instant en permanence, un capteur avec un aimant, un capteur portatif, un adaptateur de graisse. Quoi que ce soit, okay? Tu nettoies seulement l'adaptateur de graisse sur le roulement, parce qu'il y a un grease depot qu'on appelle là, sur chaque roulement. Tu nettoies correctement. Tu mets ton grease gun dessus. Sur certaines machines, il y a un bouchon de vidange en dessous du roulement. On l'ouvre. Okay? Prends une lecture initiale pour voir combien c'est rendu. Disons que c'est rendu à 44 dB. C'est la référence. Tu appliques un seul coup de graisse ou deux, dépendant de la grosseur du roulement. Parce que c'est un gros roulement, un coup de graisse, ça va faire absolument rien. Donc, il faut en mettre, disons, 5. C'est tout par rapport à la grosseur du roulement. Un plus gros roulement a besoin de plus de graisse qu'un petit roulement, c'est logique, c'est proportionnel. Attendez que la graisse se rende jusqu'au roulement. Quand la graisse est rendue jusqu'au roulement, la friction devrait réduire, donc le montant de dB devrait descendre. Si le montant de descend, on en fait si remonte, arrête suite. Donc, bien souvent, avec la méthode par temps, par calendrier, on mettrait le 15 shots, même si ça monte. Parce qu'on n'a aucune façon de savoir, parce qu'on ne prend pas une mesure. Donc, on crée, pas sur sa condition, mais surtout à cause du calendrier. Donc, ça ne fonctionne pas. Le roulement est déjà lubrifié. Donc, si ça monte, on n'en met pas plus. Si le signal diminue, on donne un autre coup, plusieurs coups, dépendant de la grosseur encore, jusqu'à temps que ça diminue. Le moment que ça ne diminue plus, puis ça monte, on arrête de mettre la graisse dedans, c'est tout. C'est ça la procédure comme telle pour avec l'ultrason. C'est pas sorcier, c'est pas comme vraiment compliqué. Il faut simplement comprendre qu'on lit des dB, la friction dilue par l'ultrason, et quand ça baisse, c'est bon. Quand ça monte, on arrête. C'est ça la logique de la chose. Pas plus compliqué que ça. Un client a signé une reçu de concentration de graisse à 80% en 9 mois, 2 de plus pour finir avec. OK. Et après ça, c'est le programme de maintenance avec ultra-analysis. Encore, on va nous tendances, on voit ça, les conditions. Sur le LabExpert, il nous dit combien de graisse ajouter, combien de shots de graisse. Donc, quand on configure un LabExpert, par exemple, on va tout configurer. Ce n'est pas le numéro du roulement, ce n'est pas sa grosseur, et ça, graisse va dedans. Donc, quand l'opérateur, le mécanicien, que ce soit, ou le graisseur, va dresser ce roulement, il va savoir exactement combien de graisse il va mettre dedans. Et le logiciel comptabilise tout ce qu'il fait. Si le montant est trop haut, on va tout arranger ça dans le chute. Donc, éventuellement, la base de données vient conforme pour toutes les lectures que vous allez prendre dans votre logiciel. Il y a aussi une mesure de température qu'on prend parce qu'un roulement, quand ça en va avec le temps, la température est lente. Donc, on a aussi une façon de prendre la température, faire des tendances avec la graisse et l'ultrason et la température dans le logiciel. Donc, le lubrifiant fournit quoi? Un bon lubrifiant au bon endroit, un bon intervalle, un bon dosage et un bon indicateur. Donc, en fin de compte, c'est ça que le LubeXpert fournit. Ça, c'est un exemple avec le LubeXpert. Voilà, ça, c'est avant que ça soit lubrifié. OK? On voit que le long temporel est rendu à 2000, en haut à gauche, là, si on regarde sur le long temporel. Et après avoir mis la graisse dedans, on voit que ça fait. Là, c'est après qu'il y a eu les graisses dedans, on voit long temporel encore descendre. Puis là, on voit clairement que le bruit n'est plus là. Donc encore, ça a fonctionné sur le logiciel URS3 pour la lubrification. Puis finalement, la dernière option, on voit très bien qu'il ne reste plus d'ultrason, c'est tout bien. Et le bruit est un beau bruit, un bruit du fond. C'est ça que c'est supposé être normalement. Là, si on regarde la tendance, ça c'est une rédaction correcture sur place en crayon. Ça a monté de 45 à environ 144. Le dB il est là.
D'accord? On met de la graisse dedans, on met de la graisse dedans, puis on va tomber en bas de 40. C'est comme ça que c'est supposé fonctionner. On voit aussi à gauche, où ça dit RSUT, 53, 42, 40. Donc, j'ai baisé de 13 dB. C'est exactement ça que c'est supposé fonctionner avec la lubrification à l'ultrason. On maintient la machine en bonne condition. Là, l'autre affaire qui est très fun avec le Lubexpert, c'est le roulement en défaut. Supposons que j'ai un roulement en défaut. Je ne sais pas si vous autres vous connaissez tous ces affaires dans le roulement, mais j'ai mis des petites photos. Là. Les roulements qui sont en défaut sur les voies, les baies ou les rouleaux produiront actuellement une fréquence ultrasonique élevée. Ces défauts produisent des fréquences uniques à ce roulement. On peut les découvrir en examinant le contenu de l'onde temporelle et le spectre ultrasonique. Quand les fréquences coïncident avec celles calculées, un défaut est présent. Donc, il ne faut pas s'inquiéter des mathématiques qu'on voit là-dessus. C'est tout fait automatiquement dans le logiciel. Tout ce qu'on a à faire, c'est dire c'est quelle sorte de roulement. C'est un 63-14, un 63-18, un 22-123. Une base d'onde. Quand tu fais ça dedans, lui, il va calculer toutes les fréquences automatiquement pour faire paraître ça. Là, ça, c'est un logiciel d'évaluation qui voit le PPFO. On voit le numéro du roulement, c'est un 22-314 PPFO. On voit que les pics se rencontrent. On voit, mais après ça, c'est en ultrason. En ultrason, à droite, l'onde temporelle, on voit les impacts. Bing, 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 bing. Après ça, sur le spectral, en ultrason, on voit les impacts aussi. On peut entendre les impacts qui se passent sur ça. Donc, en plus d'avoir été capable de graisser correctement le roulement, on peut faire le diagnostic complet du roulement pour voir s'il y a un défaut, pour planifier son changement. C'est un gros plus, ça. On voit ici un autre, un roulement d'impact externe. On voit encore les impacts du PPFO, c'est Pole Pass Frequency Outer Race, l'impact externe du roulement. Et encore, j'ai un bout, mais là, c'est pas aussi évident que le bruit. Il faut vraiment avoir le logiciel pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En outre, SCT a des produits spécialement faits pour la lubrification, spécialement faits pour faire le diagnostic de tout vos roulements. Donc, maintenir la qualité de vos usines beaucoup plus haute. Et je le recommande fortement. À tous ceux qui ont déjà le produit, ils savent de quoi que je parle. Ils l'utilisent très souvent. Et la base de données, le Barry, c'est tout nouveau pour nous autres. Et ça va être disponible d'ici quelques semaines. Pour ceux qui nous écoutent, là, c'est tout. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Oh, t'es-tu là? Oui, oui, oui. Oui, une des questions qu'on a. Tu parlais tantôt d'analyse de bearing à la fin. Faut-tu être un expert en vibration pour être capable de faire l'analyse avec le logiciel? Non, simplement dit, tu mets le numéro de bearing dedans, OK, soit 318, là. Après ça, lui, il va calculer les fréquences et toi, tu fais sur un piton, mettre le BPFO. Si les fréquences coïncident, les lignes coïncident directement sur le spectre ou la forme temporelle, si tu as un problème de bearing. Tu n'es pas obligé d'être un expert. OK? Tu as besoin peut-être un petit peu de formation sur c'est quoi l'onde temporelle et un spectre. À part ça, c'est tout. Parce que ces fréquences-là ne sont pas supposées d'être là pour commencer. Ce sont des fréquences de défectuosité. S'ils y apparaissent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on n'est pas obligé d'être un expert à faire ça. Okay. Oui. Une autre question. Tantôt, là, tu disais quand tu te sers de l'appareil, c'est qu'on va graisser puis il faut attendre un certain temps. Comment que le temps va être déterminé qu'il faut attendre pour prendre la deuxième lecture? Ah, c'est la qualité de rotation. Plus vite que ça tourne, plus vite que ça arrive. Donc, si ça ne tourne pas vite, par exemple, on parlait de 600 RPM, ça prend plus de temps que la graisse se propage à l'intérieur du roulement et un effet. Tandis qu'un moteur qui va tourner à 1800, ça va aller plus vite. Donc, on n'attend pas aussi longtemps. Puis, avec un moteur à 3600, ça va encore plus vite. Le logiciel et un calcul mathématique à l'interne, il va calculer le temps de stabilisation qu'on appelle pour le roulement. OK, donc le logiciel fait le calcul de tout ça. C'est ça, oui. Plus vite que ça va, moins de temps que ça prend. Plus tôt que ça va, plus de temps que ça prend. C'est par rapport au diamètre. Combien de surface est fait, toutes sortes de choses. Il y a un calcul mathématique que je pourrais vous montrer, mais on va pas pouvoir le représenter. As-tu d'autres questions?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y en a qui ont des questions, là, vous pouvez les envoyer sur le chat, puis je vais les transférer. Non, on semble, on va attendre encore quelques secondes, voir s'il n'y aura pas de nouvelles questions. Non, on semble réellement d'avoir passé là, à travers les différentes questions. Fait que je vais en profiter pour vous remercier au nom de toute l'équipe d'ITM Université d'avoir assisté à notre webinaire d'aujourd'hui. L'équipe d'ITM Instruments est disponible pour vous aider. Vous pouvez visiter notre site internet itm.com. Si vous voulez la section en français, c'est /FR pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Grâce à ITM Instruments, vous aurez accès à notre liste complète de produits SDT ainsi que des descriptions et des spécifications. Vous trouverez également nos coordonnées afin de vous connecter avec un membre de notre équipe d'assistance technique. Nous pouvons répondre à toutes vos questions. À la fin de ce webinaire, nous allons avoir un très court sondage que nous aimerions que vous répondiez. Vos commentaires nous aideront à améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. Nous avons des webinaires à venir en cours des prochaines semaines et des mois. Veuillez visiter la section formation sur itm.com pour un calendrier complet des prochains webinaires. On a aussi un séminaire qui s'en vient justement avec SDT en fin septembre, le 20 septembre à Montréal, le 22 au Nouveau-Brunswick. On a plusieurs endroits à travers le Canada. C'est réellement des journées là, de séminaires, journées complètes où on va traiter de l'ultrason, de la vibration et de la thermographie. N'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire d'aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 $ pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez-vous de bien vérifier. Donc, sur ce, je te remercie beaucoup, Gilles, pour ta présentation d'aujourd'hui. Je pense que ça a été bien apprécié par nos clients. Et on se redonne des nouvelles et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci. Bonne journée. Au revoir.